Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 21 octobre 2025 et le professeur Mohammad Marandi, notre ami, est avec nous. Bienvenue à nouveau, professeur Marandi. Bonjour Nima, merci beaucoup de m'avoir invité. Professeur Marandi, commençons par le soi-disant plan de paix de Trump. Nous avons eu de nouvelles attaques sur Gaza hier, plus de 120 frappes aériennes sur Gaza. Et voici ce que nous avons entendu du membre israélien de la Knesset, Nassim Veturi. Il dit que l'accord avec Gaza est excellent. Nous nous sommes toujours concentrés sur le retour des prisonniers. Nous ramenons tous les prisonniers vivants et nous ramènerons les corps de tous les morts. Ensuite, nous poursuivrons la guerre. Est-ce bien cela, le plan? Then we will continue the war. Is that the plan? Je ne pense pas que quiconque s'attende à ce que le régime israélien respecte sa part du marché. Et je ne pense pas que le Hamas, le djihad islamique palestinien ou leurs alliés se fassent la moindre illusion sur la nature du régime israélien. Après tout, le régime israélien bombarde régulièrement le Liban. Il tue des citoyens libanais presque chaque jour. Les médias occidentaux se taisent. Les gouvernements occidentaux se taisent car ils soutiennent le massacre et l'abattage massif des Libanais et des Syriens. Dans le cas de la Syrie, le régime est obéissant. Il a été installé par la CIA en collaboration avec Erdogan, leur client au Qatar, et bien sûr, le régime israélien. Mais malgré cela, les Israéliens les bombardent constamment et s'emparent de plus de territoire. Les gens voient donc comment le régime israélien se comporte, et ils n'ont aucune attente qu'il va soudainement voir la lumière et agir comme des êtres humains normaux et décents, ou mettre en œuvre un cessez-le-feu d'une manière juste et équitable pour le peuple palestinien. Non. La raison pour laquelle Trump a proposé ce soi-disant plan de paix, et ce n'est pas un plan de paix, c'est un plan pour soumettre le peuple palestinien, un plan pour faciliter le nettoyage ethnique. C'est là l'objectif. La raison pour laquelle ils l'ont présenté, c'est parce que Netanyahou échouait. Si Netanyahou réussissait sur le terrain, s'il gagnait la guerre, s'il remportait ce génocide, cet holocauste contre le peuple palestinien, il n'y aurait pas eu besoin de ce plan de paix. Il l'aurait simplement laissé terminer le travail. Mais les Américains lui ont donné toutes les armes dont il avait besoin. Nous avons vu Trump dire cela lorsqu'il était à la Knesset. Il a dit « Nous leur avons tout donné ». Il voulait des armes dont je n'avais même jamais entendu parler, et je les leur ai données. Il se vantait donc de son rôle dans le génocide. Mais après 2 ans, ils ont échoué. Alors que s'est-il réellement passé après 2 ans? Le régime israélien, son économie gravement endommagée, sa machine militaire gravement endommagée, sa société épuisée. Mais ce n'est pas le vrai problème. Le problème numéro 1, c'est que le régime israélien a été détruit en tant qu'État légitime aux yeux de la communauté internationale. L'opinion publique mondiale est hostile au régime. On le voit comme génocidaire. On méprise le sionisme. Les gens se sont réveillés à la réalité de ce qui se passe en Palestine, même en Occident et même aux États-Unis. C'est quelque chose qui inquiète les dirigeants américains. C'est quelque chose qui inquiète les sionistes et leurs proches à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Ils ont donc dû pousser à ce cessez-le-feu pour alléger la pression sur le régime, car chaque jour de génocide rendait le régime israélien et le sionisme plus détestés. Même ceux qui étaient à moitié endormis face à la réalité se réveillent peu à peu. Le nombre de personnes qui soutiennent le sionisme fond. C'est comme de la glace dans le désert. Voilà la véritable raison pour laquelle ils voulaient le cessez-le-feu. Parce que le régime israélien est en train de s'autodétruire, tout comme l'Occident collectif, qui paye un prix très lourd pour avoir participé au génocide. Les dirigeants européens, les politiciens et les journalistes des médias traditionnels ou historiques, tous en paient le prix, car ils sont tous perçus comme des collaborateurs.
they're all paying the price because they're all seen as collaborators. They're all seen as helping. Ils sont tous perçus comme ayant contribué à provoquer cette extermination. Ainsi, l'Occident collectif est vu à la fois par les gens ordinaires en Occident et par l'immense majorité des populations du monde comme génocidaire. Dans ces circonstances, les gens se tournent de plus en plus vers l'Iran. Ils se tournent vers la Russie. Ils se tournent vers la Chine. Ils se tournent vers toute entité, tout pays qui n'est pas occidental. Parce que, vous savez, depuis des décennies, on nous répète à quel point l'Iran est horrible. Parce que les gouvernements, les institutions et les médias occidentaux ont diabolisé l'Iran. Aujourd'hui, les gens n'y croient plus. Ils disent que ces mêmes médias qui ont diabolisé l'Iran se sont compromis avec les sionistes et ont fermé les yeux sur le génocide. Ils se sont montrés complaisants. Ils disent essentiellement la même chose aux rivaux des États-Unis et de l'Occident. Par le passé, ils pouvaient toujours diaboliser la Chine, car les États-Unis et l'Occident, eh bien, leur seul domaine où ils restaient plus puissants était celui du pouvoir d'influence. Mais cela s'est affaibli, presque détruit. Aujourd'hui donc, personne ne croit à la diabolisation de la Chine comme on l'aurait fait il y a 2 ou 3 ans. Et cela rend l'appel à collaborer avec la Chine, à acheter des produits chinois bien plus forts qu'auparavant, car les gens regardent l'Occident et voient que ces régimes sont génocidaires. Vous savez, on parlait autrefois de marque Amérique, ou de marque Grande-Bretagne, ou de marque Royaume-Uni. Leur marque a été gravement ternie, leur crédibilité, leur image, gravement endommagée. Non seulement ils sont en déclin sur les plans économiques et militaires, en Ukraine, ils ne s'en sortent pas bien. Et dans leur guerre avec l'Iran, la technologie iranienne a également mis en évidence les faiblesses de la technologie occidentale. Mais en plus, en ce qui concerne leur image mondiale, tout l'Occident souffre des conséquences de sa complicité dans l'Holocauste à Gaza. Ils ont donc besoin de ce cessez-le-feu. Mais quelqu'un croit-il que ce cessez-le-feu soit permanent, que les Américains, les Israéliens et les Européens souhaitent que les Palestiniens puissent reconstruire leurs maisons et vivre dans la bande de Gaza en sécurité et en paix? Bien sûr que non. Ce n'est pas le plan. En fin de compte, Gaza, que ce soit dans quelques semaines, quelques mois ou quelques années, deviendra un autre champ de bataille entre le peuple de Gaza et les forces génocidaires du sionisme. Il y a eu une interview de Jared Kushner avec Steve Witkoff dans l'émission 60 minutes. L'un des points abordés, Jared Kushner a été interrogé sur ce qu'il avait ressenti lorsqu'il s'était rendu à Gaza. Il a dit que cela lui avait donné l'impression qu'ils avaient été bombardés avec des armes nucléaires, car tout était détruit. Puis on lui a demandé si ce qu'il avait vu à Gaza relevait du génocide. Il a répondu non, que ce n'était pas un génocide. Et Steve Witkoff est intervenu pour dire que non, c'était une guerre, pas un génocide. Professeur Marandi, pensez-vous que ce qui s'est passé à Gaza soit vraiment une guerre? Où est l'armée qui combat Israël? Israël dispose d'une armée moderne. Ils ont tout, la puissance aérienne, les chars, tout. Les Palestiniens ont-ils ce genre d'armement? Est-ce une guerre? Kushner et Witkoff sont des négationnistes de l'Holocauste, et des pires qui soient. Car certaines personnes peuvent nier l'Holocauste qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ces personnes n'ont pas vécu cette période. Elles ne l'ont pas vu se dérouler sous leurs yeux. Il n'y avait pas autant d'images. C'était un autre monde. C'était de l'histoire. Ce qui se passe aujourd'hui se déroule sous nos yeux. Nous avons vu le génocide, l'Holocauste se dérouler en direct, en ligne, à la télévision. Nous avons vu des images d'innombrables enfants déchiquetés, de personnes brûlées vives dans leurs tentes, de massacres de masse, d'hôpitaux pris pour cible.
Nous avons vu comment des nourrissons dans des incubateurs ont été assassinés lorsque des soldats israéliens ont débranché les appareils et les ont laissés mourir. Nous avons vu cela se produire encore et encore. Ils ont été d'une telle ingéniosité dans leur manière de massacrer que nous sommes toujours choqués, car ils tuent de nouvelles façons. Ils massacrent de nouvelles façons. Ils anéantissent des familles entières, des quartiers entiers. Ils brûlent des gens vifs, et ceux qui survivent regrettent souvent de ne pas être morts, tant ils sont grièvement brûlés. Les membres des gens sont arrachés. Certains se retrouvent sans jambes ni mains. Beaucoup d'entre eux, j'en suis sûr, préféreraient mourir. Voilà ce qu'a fait ce régime génocidaire. Et ces deux hommes sont génocidaires. Ils sont aussi coupables que Netanyahou. Et il en va de même pour tous ces journalistes occidentaux qui s'abstiennent de publier ces images, de parler de l'Holocauste et qui détournent le regard. Ils font partie de ce génocide. Ils font partie de cet Holocauste. Et les dirigeants occidentaux, ainsi que tous ceux qui tentent d'induire le public en erreur, de dissimuler la réalité, de présenter des excuses pour ce régime génocidaire, c'est impardonnable. Personne n'oubliera cela. C'est un fait qui s'est produit et il figurera dans les livres d'histoire. À partir de maintenant, ces sionistes, des sionistes comme Witkoff, des sionistes sinistres comme tous ces sionistes européens et américains qui ont soutenu le régime israélien, qu'il s'agisse de Kushner, de Witkoff ou de quiconque. Cela figurera dans les livres d'histoire. Et cela ne disparaîtra pas. Les gens du monde entier se souviendront de ce qu'ils ont fait et du rôle que tous ces journalistes, élites et politiciens y ont joué. Le problème du régime israélien, c'est qu'il ne peut pas s'arrêter de tuer. Hier encore, lorsque apparemment un ou deux de leurs soldats ont été blessés ou tués par une bombe qui a explosé, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la résistance, ils sont sortis et ont massacré des gens à travers Gaza. Ils ont bombardé du nord au sud. Ils savaient que cela n'avait rien à voir avec le Hamas. Ils savaient que cela n'avait rien à voir avec la résistance. Et ils savaient que leurs propres soldats avaient commis une erreur et avaient été blessés ou tués. Mais ils se sont vengés sur le peuple palestinien. À l'heure où nous parlons, ils refusent de laisser entrer la nourriture qu'ils étaient censés autoriser à Gaza. La quantité représente un 8e ou un 9e de ce qui avait été convenu dans le cadre du soi-disant cessez-le-feu. Pourquoi? Ils continuent d'essayer d'affamer les enfants. Ils essayent d'affamer les nourrissons, même pendant le cessez-le-feu. Cela montre à quel point ils sont sinistres. Cela prouve qu'ils mentaient pendant la guerre, car ils disaient que c'était une guerre. Maintenant qu'il n'y a plus de guerre, ils empêchent toujours la nourriture d'entrer. Et les journalistes occidentaux détournent toujours le regard. Cela montre à quel point ils se dévoilent encore davantage pendant le cessez-le-feu. Ils se dévoilent eux-mêmes. Aujourd'hui encore, ils ont blessé et arrêté plusieurs Palestiniens qui pêchaient au large de Gaza. Pourquoi? C'est un cessez-le-feu. Alors pourquoi font-ils cela? Parce qu'ils veulent continuer à affamer le peuple palestinien. Ils ne laissent pas entrer la nourriture. Ils ne laissent pas entrer le lait infantile. Ils ne les laissent pas pêcher. Ils ne laissent pas les pêcheurs attraper des fruits de mer pour nourrir la population. Et ensuite, ils bombardent la ville. Les snipers tuent. C'est ainsi que sont les sionistes. C'est aussi ce qu'ils font au Liban. C'est ce qu'ils font en Syrie. C'est ainsi que s'est déroulée la guerre qu'ils ont menée contre l'Iran. Ils ont bombardé un bâtiment en Iran, y ont tiré des missiles, tuant 75 personnes, dont entre 25 et 30 enfants, juste pour tuer une seule personne. C'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'est le sionisme. C'est ce qu'est la suprématie ethnique.
C'est ainsi qu'une race ou un peuple, se considérant comme supérieur, perçoit le reste de l'humanité. Et c'est pourquoi les élites occidentales se taisent, détournent le regard ou cherchent à nous tromper et à nous désinformer afin de permettre à cela de continuer pour dissimuler la réalité sur le terrain. Mais il est trop tard. Ce qui a été fait, et chaque jour où le cessez-le-feu se prolonge ne fait que confirmer tout ce qui a été dit sur les sionistes. Affamer les Palestiniens n'avait rien à voir avec la guerre. Cela relevait de leur tentative d'exterminer les enfants. Est-ce que cela engage la responsabilité des pays qui ont participé au sommet en Égypte? Je parle de la Turquie et du Qatar, car ces deux pays, lors de l'entretien avec Kof, ont déclaré qu'après avoir signé le document, ils étreignaient les Israéliens et pensaient pouvoir obtenir quelque chose d'Israël. Mais est-ce vraiment le cas? Quelle responsabilité ces deux pays musulmans portent-ils face à ce type de comportement de la part des Israéliens? Personne ne devrait être dupé. Ils ne sont pas des partisans du peuple palestinien. Ni le régime d'Erdogan, ni celui du Qatar ne sont pro-palestiniens. Ils sont fermement dans le camp américain, contrairement à leur peuple. Le peuple turc est un fervent défenseur de la cause palestinienne, mais le régime d'Ankara est dans le camp américain. Lorsque le régime qatari et les responsables turcs ont étreint les Israéliens, ils ont en réalité blanchi l'Holocauste. Le simple fait d'assister à cette réunion honteuse et méprisable était une insulte à tous les martyrs, ainsi qu'aux femmes et aux enfants massacrés pendant l'Holocauste. C'était aussi une manière de blanchir les crimes de Trump, simplement pour se faire bien voir de lui. Tout le monde devrait soutenir la résistance, et la résistance avait toutes les raisons d'accepter un cessez-le-feu selon ses propres conditions. Et nous devrions tous continuer à le soutenir. La pression qu'ils ressentent est énorme. Mais que ces pays continuent à faire des affaires et à commercer avec le régime israélien après 2 ans de l'Holocauste, que n'importe quel pays ait quoi que ce soit à voir avec les Israéliens. Je veux dire, le régime qatari vient d'être bombardé, un citoyen qatari a été tué, et ensuite, ils vont étreindre ces ethno-suprémacistes. Il en va de même pour les alliés d'Erdogan, qui étaient présents à cette séance, ses partisans étreignant les Israéliens. Le simple fait d'être là était une insulte aux martyrs et aux victimes de l'Holocauste. Oui, nous soutenons tous le cessez-le-feu et la manière dont la résistance le poursuit, mais accorder la moindre concession ou exprimer une quelconque reconnaissance ou gratitude envers le régime américain ou le régime israélien est, pour moi, tout simplement incompréhensible. Nima, il a écarté toute implication turque ou qatari dans l'administration de Gaza après la guerre. Qu'est-ce que cela signifie, professeur Marandi? Quel est le plan? Il me semble que lors de l'entretien avec Jared Kushner et Steve Wethkoff, ils parlaient de reconstruire Gaza et, vous savez, d'y amener des colons petit à petit, progressivement. Voilà le plan, leur plan directeur. Il ne s'agit pas seulement de reconstruire Gaza, c'est quelque chose de plus vaste. Mais ils veulent l'envelopper dans quelque chose de séduisant, quelque chose qu'ils puissent vendre au monde. Est-ce possible? Il n'y aura aucune reconstruction pour le peuple palestinien. La raison pour laquelle le régime israélien peut dire non à Erdogan et au régime de Doha, c'est qu'il sait qu'ils ne peuvent rien y faire. Vont-ils aider la résistance? Vont-ils? Eh bien, nous savons qu'ils n'ont jamais donné une seule balle à la résistance. Ils font du commerce, ils font des affaires. Le pétrole passe par la Turquie vers Israël. Les navires vont et viennent, malgré les apparences contraires. Le régime qatari, bien sûr, entretient une coopération étroite avec le régime. Eux, ainsi que d'autres dictatures familiales riches en pétrole et en gaz du Golfe Persique,
donnent de l'argent à des gens comme Kushner et Witkoff, et ils investissent en Israël. Ils investissent dans la Palestine occupée. Nous le savons tous. Ce n'est rien qu'ils puissent cacher. We all know that. This is nothing that they can hide. So why should the Israeli regime give them any concessions? Alors, pourquoi le régime israélien devrait-il leur accorder des concessions facilement, alors qu'ils ne représentent aucune menace dans la région et n'ont aucun levier contre lui? Les Iraniens, à l'heure où nous parlons, continuent de soutenir le Hamas. D'où pensez-vous que vienne l'argent ou l'équipement nécessaire pour creuser davantage de tunnels? Et ce n'est pas tout. Ils ont besoin de soutien pour pouvoir combattre pendant 2 ans. Il en va de même pour le Yémen, pour la résistance au Liban et ailleurs. Donc, lorsqu'ils ne les soutiennent pas, ils n'ont de toute façon aucun levier. Mais la question est, pourquoi voudraient-ils même faire partie d'un processus défini par les Américains et les Israéliens? Ils devraient s'opposer totalement à tout élément de ce plan de cessez-le-feu qui va à l'encontre des revendications du peuple palestinien. Toute la bande de Gaza doit être libérée et le peuple palestinien doit avoir pleine autorité sur sa propre terre. Le régime israélien doit être expulsé. Comment y parvenir? Rompre les liens avec le régime israélien. Cesser de faire des affaires et du commerce. Les populations de la région et d'ailleurs ont la responsabilité de faire pression sur leur gouvernement. Partout en Europe, les gens le font. Nous avons vu d'immenses manifestations en Italie, en Espagne et ailleurs. Il faut maintenir la pression. Ces gouvernements ne reflètent évidemment pas l'opinion publique. Ils ne reflètent pas les besoins du peuple palestinien. Donc en fin de compte, il ne devrait y avoir aucune collaboration ni coopération avec Trump, ni avec Kushner, ni avec Witkoff, encore moins avec Netanyahou, encore moins avec Israël, après qu'ils ont commis un génocide. Ils étreignent ces gens. Et c'est, vous savez, encore une fois, quelque chose que je ne peux pas comprendre. Comment peut-on, vous savez, oublier la question de la solution à 2 États ou de la solution à un seul État? Comment quelqu'un pourrait-il avoir un levier pour forcer le régime israélien à se retirer de Gaza s'il n'y a pas de véritable pression? Comment peut-on commercer avec le régime israélien? Comment peut-on entretenir des liens politiques avec le régime israélien? Comment peut-on leur vendre du pétrole ou importer du gaz d'un tel régime puis s'attendre à ce qu'il recule? Il ne le fera pas. La seule chose qui fera reculer le régime israélien et le régime de Washington et tous les collaborateurs, c'est qu'il y ait une résistance. Et la résistance exerce une pression, et cette pression les pousse à reculer. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un en Occident qui ait une quelconque influence sur Netanyahou, car pendant l'interview, ils ont essentiellement admis, s'ils sont honnêtes dans leur manière de parler de l'attaque contre Doha, qu'ils avaient été choqués, qu'ils avaient été surpris par l'attaque israélienne contre Doha. Et Trump les a appelés pour leur dire que ce qu'ils faisaient n'allait pas profiter à Israël, que ce genre de comportement ne servirait à rien. Alors, selon vous, y a-t-il quelqu'un aux États-Unis qui ait réellement de l'influence sur Netanyahou? Si le président des États-Unis ne sait pas ce qui se passe avec Israël, quelle serait la prochaine étape de leur part? Comment voyez-vous la relation entre les États-Unis sous l'administration Trump et Netanyahou? Ils ont du levier. Ils choisissent simplement de ne pas s'en servir. Trump, dans son discours vraiment ridicule à la Knesset, a admis que lorsque Adelson voulait le voir, il lui disait « ce n'est pas comme ça que ça marche », mais qu'il finissait quand même par aller le voir. Et il lui accordait concession sur concession. Il a même reconnu, Adelson et sa femme se souciaient d'Israël, pas des États-Unis. Leur priorité était le régime israélien. Ils ne sont pas des Américains fidèles ou patriotes. Trump admettait donc qu'il faisait cela pour le régime israélien. Il met Israël avant tout. C'est un aveu énorme. Il a le levier, il choisit simplement de ne pas s'en servir.
He has the leverage, he chooses not to use it. Just as Turkey and Qatar and Egypt, Tout comme la Turquie, le Qatar, l'Égypte et les Émirats, tous ces pays disposent d'un levier. S'ils rompent tous leurs liens avec le régime israélien, Netanyahou est affaibli, l'Occident est affaibli et une pression supplémentaire s'exerce sur Netanyahou pour qu'il change de cap. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc le levier existe. Mais la pression ne vient pas de ces régimes régionaux qui sont essentiellement des collaborateurs. Ils prétendent être pro-palestiniens. Je veux dire, le cirque en Égypte était simplement pénible à regarder. C'était douloureux de voir ces dirigeants s'y rendre et agir comme, eh bien, je ne veux pas être insultant dans votre émission, mais agir d'une manière où Trump est en quelque sorte le maître de piste, et eux font partie du cirque. He's the ringmaster and they're in the circus. That's how it is. That's how it looked. So, C'est comme ça. C'est ainsi que cela s'est présenté. Donc ce levier existe, mais avec ses dirigeants, ses gouvernements, ses collaborateurs, bien sûr, ce levier diminue. Quel levier a un impact? Le levier de la résistance au Liban, le levier de la résistance en Iran, au Yémen, cela a un impact. La pression que les Yéménites ont exercée sur l'économie israélienne, sur l'économie du régime, a été énorme. C'est pourquoi les Américains ont attaqué le Yémen. Si ce n'avait pas été énorme, ils n'auraient pas attaqué le Yémen. Ils n'auraient pas massacré d'innocents citoyens yéménites. Et pourtant, ils ont échoué. Et par conséquent, la pression a continué. Si cela n'avait pas été efficace, les Américains n'auraient pas attaqué. If that was not effective, the Americans wouldn't have attacked. If the resistance in Lebanon was not causing the Israelis... Si la résistance au Liban ne causait pas d'énormes difficultés au régime israélien, celui-ci n'aurait pas mené ses attaques génocidaires massives avec le soutien de ses alliés occidentaux et de ses collaborateurs à l'intérieur du Liban. Si le soutien de l'Iran au peuple palestinien n'était pas très efficace, à la fois direct et indirect, il n'aurait pas attaqué l'Iran pour ensuite subir une défaite humiliante après 12 jours. Ainsi, la pression fonctionne. La pression crée un levier. Mais si quelqu'un ne veut pas utiliser ce levier, espérant plutôt obtenir un meilleur accord commercial avec Trump ou un meilleur accord tarifaire, alors cette personne utilise le peuple palestinien et le sang palestinien à des fins personnelles. Tu sais quoi? Tu parles des dirigeants d'Asie de l'Ouest qui ont participé au sommet, mais regarde les dirigeants européens, la façon dont ils se comportent en Ukraine. Ils essaient de montrer une sorte d'influence sur Donald Trump en ce qui concerne l'Europe. Mais lors du sommet de Sharm el-Sheikh en Égypte, on voit bien qu'ils n'étaient là que comme décor de fond pour Donald Trump. Ils n'ont rien fait d'autre que rester en arrière-plan. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ont-ils soudainement perdu leur pouvoir, leur capacité de négociation ou leur manière de projeter leur influence envers l'Ukraine? Ils ne sont pas du tout aussi puissants quand il s'agit de Gaza ou du Moyen-Orient. Qu'est-ce que cela signifie? C'est bien pire que ce que nous avons vu lorsque les Européens sont allés à Washington et sont restés là comme des écoliers. Ils se sont humiliés eux-mêmes, les dirigeants européens, sans aucun doute. Mais ce que ces gens ont fait, ce n'est pas seulement s'humilier, c'est blanchir le génocide. Ils ont blanchi l'Holocauste. La guerre en Ukraine fait bien plus de victimes qu'à Gaza, mais là-bas, c'est un champ de bataille où des hommes tuent d'autres hommes. Horrible. Et cela devrait cesser dès demain. Les Européens devraient mettre fin à cette guerre par procuration. Mais ici, nous savons que le régime israélien vise les enfants. Ils ont coupé le courant des incubateurs. Ils bombardent des hôpitaux. Si les Russes avaient voulu faire cela, il n'y aurait plus de Kiev aujourd'hui. Nous le savons tous. L'Occident le sait aussi. Les Israéliens se concentrent sur les femmes et les enfants, sur les gens ordinaires. Ils bombardent des civils parce qu'ils les appellent Amalek, parce qu'ils les considèrent comme des sous-hommes,
parce qu'ils veulent les exterminer, les faire disparaître. Nous les avons entendus le dire. Nous le voyons dans la plainte sud-africaine devant la CIJ. C'est public. Leurs dirigeants l'ont dit. Ils le répètent sans cesse dans les médias. Et en ce moment, en Cisjordanie, ils font la même chose. Ils attaquent des gens, ils tuent des gens, ils frappent des vieilles femmes, ils volent des terres. L'armée aide à faire venir ces colonisateurs, ces colons. Ils volent, ils tuent, ils broutent sur les terres palestiniennes. Et l'Occident prétend croire aux droits de l'homme, à la société civile et à la propriété privée. Mais tout cela n'est que du vent. C'est du faux. Ce que ces dirigeants ont fait en Égypte était bien pire. Les dirigeants européens se sont rabaissés eux-mêmes et ont rabaissé leur pays. Mais ces dirigeants qui ont assisté, surtout les dirigeants régionaux, se sont encore plus humiliés. Ceux qui sont venus de loin, je suppose, comprenaient moins ce qui se passait réellement. Mais les dirigeants régionaux, eux, se sont humiliés. Ils ont humilié leur pays. Et plus encore, ils ont blanchi un holocauste. Il y a une interview avec un ancien officier du Mossad et de l'armée israélienne qui a remporté plusieurs distinctions aux États-Unis. Il a déclaré « Nous allons expulser les Palestiniens de Gaza, peu importe qu'ils nous attaquent ou non. Nous allons nous attaquer nous-mêmes et en rejeter la faute sur les Gazaouis. » Alors, s'ils décident d'aller dans cette direction, pensez-vous qu'une guerre avec l'Iran pourrait servir de distraction pour eux, pour les Israéliens, afin qu'ils se lancent pleinement dans Gaza? Eh bien, je pense qu'il ne fait aucun doute qu'ils vont essayer d'exterminer le peuple palestinien à Gaza. C'est leur objectif. Expulser les survivants et s'emparer de la terre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et l'Occident le sait. C'est le plan depuis le début. Même au commencement, quand on parlait d'une solution à 2 États, c'était déjà le plan. L'Occident n'a fait que chercher à gagner du temps pour le régime israélien. Je me souviens d'Alistair Crooke, qui est déjà passé dans votre émission. Il m'a dit, il y a des années, que lorsque les Israéliens ont commencé à faire venir ces colons en Cisjordanie, il est allé voir certains de ces endroits, et il a dit que c'étaient les plus fanatiques des sionistes fanatiques. Ils ont installé ces gens en Cisjordanie. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient s'assurer qu'ils ne vivraient jamais en paix. Alors Alasdair, bien sûr, étant une personne et un être humain très décent, l'a souligné. Mais les politiciens et diplomates européens que nous voyons aujourd'hui faire des déclarations et qui depuis des années parlent de la solution à 2 États, savaient très bien ce qui se passait. Et ils ont fermé les yeux parce qu'ils soutiennent le régime israélien dans son nettoyage ethnique de la Cisjordanie. Et les meurtres quotidiens que nous voyons en Cisjordanie, quand ils tirent sur des enfants, tuent des enfants, frappent des vieilles femmes, les battent à la tête avec des matraques. Où sont tous ces politiciens occidentaux, ces organisations de défense des droits de l'homme et des droits des femmes? Ils sont tous faux. Ces ONG, ces militants bien financés, ils sont tous faux. Les vrais militants sont ceux qui ont été arrêtés lorsque leur flottille transportait du lait maternisé pour les enfants. Ce sont les vrais militants, pas ceux qui sont restés silencieux pendant les 2 dernières années. Ceux qui, depuis des années, aboient au nom des droits humains et des droits des femmes quand cela sert les intérêts de l'Empire et leur apporte de bons financements, puis se taisent quand des vieilles femmes en Cisjordanie se font frapper à la tête à coups de matraque. Tout cela est faux. Et le sort de la Cisjordanie est le même que celui de Gaza. Il y a une guerre en cours où l'Empire et le régime sioniste veulent nettoyer ethniquement ces terres, car l'objectif est et a toujours été le Grand Israël. Cela a toujours été et sera toujours le Grand Israël. Et cela ne s'arrêtera même pas à Gaza ou en Cisjordanie.
Nous l'avons vu en Syrie. Nous avons déjà vu comment ils ont annexé le plateau du Golan à cause de Trump et ils en feront davantage s'ils le peuvent. La seule voie à suivre, c'est la résistance. Et ceux qui ont participé à ce honteux spectacle de singes en Égypte ont aidé la machine israélienne. Ils lui ont offert une bouée de sauvetage, un peu d'air à leur honte éternelle. Mais en tout cas, l'objectif est, bien sûr, sans aucun doute, exactement comme ceux que nous avons vus l'autre jour. Hier, lorsque 2 Israéliens ont été tués à cause de leur propre stupidité, le régime a décidé de bombarder toute la bande de Gaza. Vous pensez que cela ne se reproduira pas? Quand le moment viendra et qu'ils se sentiront prêts, ils trouveront une excuse. Les médias occidentaux, la BBC, CNN, le Washington Post, le New York Times, le Guardian, l'Independent, France 24, tous ces médias répéteront les mensonges israéliens selon lesquels le Hamas aurait mené une sorte d'attentat terroriste ou qu'un individu aurait agi. Et ensuite, les Israéliens répliqueront. Ils essaieront de présenter la situation de manière à la rendre aussi légitime que possible. Et oui, il est possible qu'ils frappent l'Iran, car l'Iran est le seul véritable soutien de l'axe de la résistance et du peuple palestinien, avec le Yémen. C'est aussi une façon de détourner l'attention de leurs échecs ailleurs. C'est d'ailleurs la raison de ces escalades depuis le début. Netanyahou a toujours eu besoin d'escalade pour rester au pouvoir, et celle que nous avons vue hier a également servi ses intérêts judiciaires. Comme nous l'avons constaté, son audience a de nouveau été reportée. Donc oui, une escalade pourrait se produire, mais l'Iran est aujourd'hui bien mieux préparé. L'Iran a l'avantage d'avoir déjà été victime d'une attaque totale du régime israélien avec toutes ses capacités. Ainsi, l'Iran a tiré les leçons de ses erreurs. Il renforcera ses points forts et s'attaquera à ses faiblesses, afin que la prochaine fois, il puisse frapper le régime israélien beaucoup plus durement et plus résolument, avec moins de souffrance à l'intérieur du pays. Si le régime israélien est imprudent, il attaquera l'Iran. Mais dans tous les cas, il s'agit d'un régime génocidaire qui ne reconnaît ni frontières ni limites. Il ne respecte pas le droit international. Il n'accepte même pas les cessez-le-feu. Le cessez-le-feu n'est qu'un mot. Ce n'est pas un cessez-le-feu. Ils continueront à tuer, ils continueront à violer leur part du marché, et ils le justifieront tandis que l'Occident répétera les fausses affirmations et les arguments qu'ils avancent. Professeur Marandi, dans quelle mesure l'Iran est-il prêt si Israël décide d'attaquer? Nous avons entendu dire, je ne sais pas si c'est exact, mais d'après les informations, l'Iran aurait reçu des MiG-29, la dernière version, ainsi que des Su-35, et que les capacités offensives de l'Iran restent intactes. Le guide suprême a mentionné que l'Iran est prêt à utiliser sa nouvelle génération de missiles si Israël attaque. Quelle est votre opinion à ce sujet? Eh bien, l'ayatollah Khamenei a prononcé un discours important hier, et les gens devraient aller le lire. Ils peuvent en voir des extraits sur son compte Twitter, mais aussi le consulter sur son site web. Je pense que c'était un discours significatif. Oui, la capacité offensive iranienne est aujourd'hui bien plus forte. Elle continue de développer ses missiles. L'Iran s'est abstenu d'utiliser ses missiles les plus avancés la dernière fois, car il voulait garder quelques atouts en réserve. Et il a beaucoup appris sur les capacités du régime israélien. Et il a tout de même gagné. La raison pour laquelle les Israéliens n'ont pas attaqué, c'est que cela leur coûterait trop cher. S'ils pensaient pouvoir gagner, ils n'auraient jamais supplié pour un cessez-le-feu. Ils étaient en train de perdre. Si les Américains et le régime israélien étaient en train de gagner, ils n'auraient aucune raison d'arrêter les attaques. Comme à Gaza, le soi-disant plan de cessez-le-feu de Trump n'a été proposé que parce qu'il n'était pas en train de gagner.
Le cessez-le-feu que le régime israélien a exigé avec le Liban était également dû au fait qu'il ne gagnait pas. Et bien sûr, le gouvernement libanais, faible, complice et instrument de l'Occident, a, après le cessez-le-feu, permis au régime israélien de prendre du territoire et de continuer à bombarder le pays. Sinon, la résistance ne leur aurait pas permis de prendre le moindre territoire, le moindre village. Tout ce qui s'est passé après le cessez-le-feu. Bien sûr, le Hezbollah opère dans un pays hétérogène, avec de nombreux acteurs, et où l'Occident exerce une influence considérable. Ce n'est pas comme à Gaza, où la résistance contrôle entièrement le territoire et où la population est plus ou moins unie. Donc si le régime israélien pouvait attaquer l'Iran et pensait qu'il gagnerait, il le ferait. Il le ferait dès aujourd'hui. Je pense qu'avec le temps, l'Iran devient plus fort par rapport au régime israélien. La seule chose qui pourrait pousser Netanyahou à attaquer l'Iran, ce sont ses propres intérêts, car Netanyahou ne se soucie que de Netanyahou. Il ne se soucie pas du régime israélien. Sinon, lui, plus que quiconque dans l'histoire de ce régime malfaisant, l'a affaibli, l'a ruiné, a détruit sa crédibilité et son image à travers le monde. Il l'a rapproché de la destruction plus que quiconque. Et tout cela n'est qu'une question d'intérêt personnel. Donc s'il attaque l'Iran, il perdra, mais il le fera parce qu'il a besoin d'une guerre. Professeur, quel est l'avenir du JCPOA? L'Iran, avec la Russie et la Chine, tente de faire un mouvement politique. Mais comment voyez-vous l'avenir du JCPOA? How do you see the future of JCPOA? The JCPOA is dead. It's finished. Le JCPOA est mort. C'est fini. Et les Européens sont les plus grands perdants, car le JCPOA était ce qui rendait les Européens pertinents pour l'Iran, ce qui leur permettait de jouer un rôle dans les négociations et d'avoir un point d'appui à l'intérieur du pays. C'est terminé. Ils l'ont détruit eux-mêmes. Ils n'ont pas respecté leurs engagements, puis ils ont essayé de nuire à l'Iran et de lui faire injustice. Ils sont donc désormais hors du jeu. Les Européens, en général, sont les grands perdants sur tous les fronts, que ce soit avec la Russie, avec la Chine ou avec l'Iran. Ce sont les grands perdants, et ils deviendront de plus en plus faibles et insignifiants dans les années à venir. Mais le JCPOA est mort. Les Russes et les Chinois, ainsi que les Iraniens, ont fait une déclaration très claire affirmant qu'ils n'acceptent pas le mécanisme de rétablissement des sanctions, car l'Occident n'a pas respecté ses engagements. Ce n'était pas l'Iran, c'était l'Occident. Ils n'ont aucun droit légitime d'utiliser ce mécanisme, et ils ne l'ont même pas appliqué tel qu'il est défini dans l'accord nucléaire. Ils ont donc publié une déclaration disant « Nous ne l'acceptons pas ». L'Occident, d'un côté, affirme que le mécanisme a été activé. Les Russes et les Chinois disent non, c'est terminé, et l'accord nucléaire est terminé, donc il n'y aura pas de rétablissement des sanctions. Le mouvement des non-alignés a également récemment publié une déclaration soutenant la position de l'Iran. Mais l'élément vraiment important, dans le cas du rétablissement automatique des sanctions, c'est le rôle des Russes et des Chinois, car ils sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Ces deux pays collaborent aussi avec l'Iran en matière de coopération militaire et de commerce. L'Iran exporte des armes vers la Russie. La Russie exporte des armes vers l'Iran. Et bien sûr, l'Iran renforce également sa coopération avec la Chine. Les sanctions du JCPOA sont toutes couvertes par les sanctions américaines de pression maximale, et la seule chose qui ferait une différence concernerait la coopération militaire. Mais les Russes et les Chinois ne l'acceptent pas. Ainsi, le JCPOA, le mécanisme de rétablissement des sanctions que les Européens ont tenté d'utiliser, n'aura aucun impact majeur sur l'économie iranienne. Au bout d'un moment, les gens oublieront même que cela s'est produit.
Cela a eu un effet psychologique pendant quelques semaines, mais cet effet, comme vous l'avez sans doute remarqué, s'estompe et finira par disparaître. Les grands perdants sont donc les Européens, car ils auraient pu utiliser le JCPOA pour améliorer leurs relations avec l'Iran et jouer un rôle. Ils ont choisi de ne pas le faire, et ils ne retrouveront pas ce rôle dans un avenir prévisible. For the foreseeable future. Yeah. Do you think that Europe sees Oui. itself Pensez-vous as que l'Europe being se considère comme faisant partie de la politique étrangère des États-Unis foreign policy of ou the souhaite-t-elle United être d'une States, certaine or manière wants to be indépendante des somehow États-Unis? independent from the United States? En ce qui concerne l'Europe, Is that comme vous l'avez mentionné Europe, avec l'Ukraine, when it comes to elle Europe, pousse pour quelque as you chose qui ne mentioned in profitera pas à Ukraine, l'Europe à long terme. they're pushing Au for Moyen-Orient something that aussi, would professeur not benefit Melendez, Europe in a long comme vous term. l'avez In évoqué the avec le Middle East, no, JCPOA, Professor Melendez. l'Europe est-elle As encore you mentioned in pertinente? the case of JCPOA, Parce que regardez l'énergie. is Elle n'a ni Europe l'énergie, anymore? Because ni les look ressources. at the energy. They don't have the La energy, technologie the s'éloigne de resources. l'Europe. Quel est l'avenir de l'Europe? Technology is just moving away Nous from savons que les Europe. citoyens européens sont What préoccupés is par ce the qui se future passe, for Europe? mais les dirigeants Those people européens in ne Europe semblent pas don't se care soucier about de ce qui what's se passe going on, là-bas. but the leaders in Europe, they don't care about what's going on in Europe. Well, the Iranians have seen how Eh bien, les Iraniens ont vu à quel point les Européens sont insignifiants, car lorsque Trump a quitté le JCPOA pendant sa première présidence, les Européens avaient promis de trouver une solution pour maintenir le JCPOA en vigueur, et ils n'ont rien fait. Puis, cette fois-ci, lorsqu'ils ont négocié avec les Iraniens, ils ont de nouveau fait des promesses. Les Iraniens ont signé l'accord au Caire pour coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais les Européens ont reculé. Ils ont refusé de faire ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient, parce que les Américains leur ont dit qu'ils ne le pouvaient pas. Les Iraniens le savaient d'ailleurs, et c'est pourquoi ils ont poursuivi l'accord au Caire, parce qu'ils savaient que les Européens ne tiendraient pas leur part du marché. because they knew that the Europeans would not fulfill their side of the bargain. They knew that they were weak. Ils savaient qu'ils étaient faibles. Chaque fois que les Européens négociaient avec les Iraniens et parvenaient à un accord quelconque, Washington y opposait son veto. Ainsi, pour les Iraniens, il est clair que les Européens sont sans importance. À présent, en ce qui concerne l'Ukraine, ce n'est pas comme si les Européens adoptaient une position différente de celle de Washington. Quel Washington? L'État profond des États-Unis, celui qui a poussé à ce conflit dès le départ. Il n'a pas disparu. Il travaille simplement avec une autre faction que celle de Trump, ou que la faction qui soutient Trump. Leur espoir est de revenir aux années où quelqu'un comme Biden était aux commandes. Sinon, les Européens sont inefficaces en ce qui concerne l'Ukraine. Ils n'ont aucune solution. Ils n'ont aucune solution en ce qui concerne la Chine. Ils n'ont aucun plan alternatif. Même en Ukraine, bien qu'ils soient en désaccord avec Trump, ils ne vont pas lui tenir tête. Ils essaieront de lui faciliter les choses. Il leur vendra les armes, ils paieront de leur propre poche et lui fera de l'argent. Ce n'est pas tenir tête aux États-Unis, c'est leur donner plus de pouvoir. C'est sacrifier son propre peuple pour renforcer Trump. Et c'est la même chose avec la Chine. Au lieu que les Européens cherchent un nouveau partenariat avec la Chine face aux tarifs américains, ils l'antagonisent. L'Europe, comme je l'ai dit, est en déclin. Nous voyons les industries allemandes en crise. Nous voyons que les constructeurs automobiles en Allemagne sont en grande difficulté et la situation ne fera qu'empirer. Elle ne s'améliorera pas. Ainsi, l'Europe va devenir un acteur de plus en plus insignifiant. L'Union européenne se désintégrera probablement, peut-être pas en 30 morceaux, mais elle ne sera plus comme aujourd'hui. Je pense que l'Europe deviendra un acteur ou un ensemble d'acteurs de moins en moins importants dans les années à venir, comparé aux pays des BRICS et à ceux de l'Organisation de coopération de Shanghai. Et ces régimes qui s'accrochent aux États-Unis et à l'Occident, cherchant à rester dans les bonnes grâces de Trump et à collaborer avec les Européens tout en les privilégiant par rapport à la majorité mondiale, je pense qu'à long terme, ils seront les perdants, à moins qu'ils ne changent de cap.
unless they change course. Yeah. Witkoff, in the last minutes Oui, of this Witkoff, interview he had dans les with dernières 60 minutes de son Minutes, he entretien said avec that 60 minutes, a déclaré qu'il se sentait optimiste quant à la relation entre les États-Unis et l'Iran. the relationship L'Iran between the partage-t-il ce United sentiment? States and Iran. Does Iran feel the same way? No, of course not. The United States has murdered. Non, bien sûr que non. Les États-Unis ont assassiné le général Soleimani, la personne qui dirigeait la guerre contre l'État islamique et Al-Qaïda en Irak, en Syrie et au Liban. Quelqu'un qui a joué un rôle clé dans le sauvetage de la région face à ces terroristes takfiris extrémistes soutenus par l'Occident. Ils l'ont tué, lui et son équipe, ainsi que son homologue en Irak et son équipe. Personne n'oubliera cela. Ensuite, les États-Unis ont tenté de tromper l'Iran, négociant avec lui, tout en conspirant sous Trump avec Netanyahou pour attaquer l'Iran, et ont ensuite frappé des cibles iraniennes. Il n'y a aucune raison de croire que la relation entre les États-Unis et l'Iran changera. Mais la chose la plus importante pour les Iraniens, c'est le génocide à Gaza. Comment pouvons-nous entretenir de bonnes relations avec un régime génocidaire? C'est la raison pour laquelle l'Iran a refusé de participer au Caire, parce que cela revenait à blanchir le génocide. Au lieu de faire pression sur les États-Unis, ils ont relâché la pression. Au lieu d'accentuer la pression sur Netanyahou, ils l'ont relâché. Donc non, la relation avec les États-Unis ne va pas changer, du moins pas dans un avenir proche. Et tout changement serait probablement minime à long terme. Un jour, nous pourrions avoir une relation complètement différente avec les États-Unis. Les Iraniens n'ont aucun problème avec les Américains, ni avec le pays appelé les États-Unis d'Amérique. Le dirigeant iranien, l'Ayatollah Khamenei, a déclaré à plusieurs reprises, et plus récemment encore, il a insisté sur le fait que lorsque les gens disent « mort à l'Amérique », ils ne visent pas les Américains ordinaires. Ils visent le régime qui commet des génocides, le régime qui frappe nation après nation. Tout comme en Amérique latine, lorsque les gens disaient « Yankee, rentre chez toi », ils ne voulaient pas dire que quiconque possédant un passeport américain devait partir et retourner aux États-Unis. Ils visaient le régime de Washington, celui qui mène des agressions, qui ne respecte pas la souveraineté des nations, qui tue, pille et viole. Il n'est pas le bienvenu, il est méprisé. Et nous voyons cela réapparaître, se manifester aujourd'hui dans les Caraïbes, où il bombarde des bateaux. Honteusement. Et les médias américains, qui sont complices, tout comme ils le sont dans le génocide à Gaza, ne sont ni indignés ni honteux. Ils se contentent de s'asseoir et de rapporter les nouvelles, pendant que des enfants perdent leurs parents et que des innocents sont assassinés. Nous savons déjà que certaines des victimes n'étaient même pas vénézuéliennes. Pourtant, les États-Unis, en tant que régime sans boussole morale, agressif et brutal, continuent de se comporter exactement comme le ferait un régime brutal et immoral. Il n'y a donc aucune raison pour que la relation entre l'Iran et les États-Unis change fondamentalement dans ces circonstances. Mais un sioniste génocidaire comme Witkoff ne comprendrait pas cela. Puisque vous avez mentionné le Venezuela avant de conclure, pensez-vous que l'objectif principal des États-Unis au Venezuela concerne le pétrole et les ressources du pays, ou voyez-vous quelque chose au-delà de cela? Oui, je pense qu'il s'agit d'un changement de régime. Je pense qu'il s'agit des ressources vénézuéliennes. Il faut se rappeler que les États-Unis ont de nouveau déclaré vouloir renforcer leur hégémonie sur les Amériques, sur l'Amérique latine, du Nord et du Sud, ainsi que sur l'Amérique centrale. Cela s'inscrirait donc également dans ce cadre. Oui, oui. Mais plus récemment encore, les États-Unis ont réaffirmé leur volonté de se recentrer sur l'hémisphère occidental.
sur l'Amérique du Nord et du Sud. Donc je pense qu'il s'agit bien d'un changement de régime. Je pense que cela ne sera pas dans l'intérêt du régime de Washington. Je pense que cela leur coûtera bien plus cher qu'ils ne l'imaginent dans leur arrogance. Mais c'est ainsi que fonctionnent les États-Unis. Ils vivent toujours dans leur bulle. Ils pensent encore être la superpuissance mondiale. Et toutes leurs actions, que ce soit à Gaza, en Ukraine, en Amérique latine ou dans les guerres commerce avec la Chine, l'Inde et tous les autres, tout cela affaiblit à bord cet empire. Je ne pense pas que les Américains vont réussir en Amérique latine, mais je pense qu'ils vivent comme Wyckoff dans leur bulle. Et tant qu'ils restent dans cette bulle, tout peut arriver. Au fait, Nima, je dois répondre à Larry. Même si les sujets dont nous avons parlé sont assez sombres, j'ai eu la chance de rencontrer Larry, Scott et le juge à Moscou. Larry m'a offert un t-shirt à porter pour ton émission, mais je suis sur le campus aujourd'hui, donc il me serait très difficile de le porter. Mais je serai obligé de le porter la semaine prochaine, car je sais que beaucoup de gens, surtout mes étudiants, vont me taquiner. Malgré tout, j'essaierai de le porter la semaine prochaine. Thank you so much, Professor Morandi. Great pleasure, as always. Merci beaucoup, professeur Marandi. C'est toujours un grand plaisir. Merci de m'avoir invité.